Good afternoon. Thank you for coming. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus pour cette table ronde. Je vais vous présenter nos deux intervenants distingués, Tommy McKEARNEY et Paul Stewart, qui ont une expérience intéressante. Tommy McKEARNEY faisait partie de l'IRA. Il est ex-prisonnier politique et il a fait une grève de la faim. Il s'intéresse toujours à la politique irlandaise et il commente sur la politique irlandaise. Il a écrit un livre, The Provisional IRA, From Insurrection to Parliament, et il écrit pour le Socialist Voice. Et avec Paul, il a écrit The Democratic Deficit. Pendant le référendum en 2016, Tommy a fait campagne pour l'exit. L'exit, la sortie de gauche. Sa position a été mise en avant par plusieurs partis de gauche qui voyaient l'Union européenne comme une alliance néolibérale qui empêchait la progression de la classe ouvrière. Il est syndicaliste et il fait partie de l'International Workers' Union. Et il organise un congrès avec the United Socialist Movement of Ireland. Il vient du County Tern. Maintenant, il vit à County Monaghan, dans la République d'Irlande. Et à ma gauche, Paul Stewart, qui est chercheur à Grenoble, Ecole de management. Il était professeur de sociologie à l'Institut de Glasgow en Écosse et il a récemment publié The Handbook of Sociology of Working Europe. Et entre sectarianism and liberalism, the state of Northern Ireland, the democratic deficit. Il partage un bureau avec Jen. Permettez-moi de commencer avec une question ouverte. Est-ce que vous pouvez nous parler de la séparation de l'Irlande et l'accord de Good Friday? Merci pour cette présentation et je souhaite la bienvenue à toutes et à tous et j'espère que nous allons pouvoir couvrir 10 siècles d'histoire en quelques minutes. On pourrait commencer avec l'invasion de l'Irlande au XIIe siècle, mais on va aller plus en avant. En 1919, l'Irlande a été séparée en 1920 après une période de guerre civile, après une période d'une guerre entre la Grande-Bretagne et l'Irlande, et puis une guerre civile interne. On appelle cette période après 1920 comme la période de contre-révolution, ce qui est devenu la République d'Irlande maintenant. Il y avait une théocratie illibérale catholique et ça causé des reculs entre 1916 et 1920, mais maintenant on parle du nord de l'Irlande aujourd'hui et parfois c'est décrit comme Northern Ireland, l'Irlande du Nord, ça fait partie du Royaume-Uni. Et de 1920 à 1969, c'était un petit État qui était gouverné par une classe politique fermée et on appelle ça l'État orange, l'État protestant. Et l'Irlande du Nord a été installée pour que la démographie garantisse toujours une majorité protestante. Les leaders politiques dans les années 1920 et par la suite étaient coupables de ce qu'on peut appeler d'un réductionnisme démographique ou sociologique. Ils voulaient que les protestants soient toujours la majorité dans les 6 comtés de l'Irlande du Nord, qui faisaient partie du Royaume-Uni. Et ils ont oublié de prendre en compte les changements dans la nature de la société pendant cette période et comment ils auraient pu faire autrement à l'époque. Mais dans les années 1960, la nature de la société dans le Nord avait changé franchement. Et pourtant que les catholiques ont été niés le vote et les allocations aux aides au logement et l'accès à l'emploi, dans les années 60, les choses changeaient grâce à l'effet externe du capitalisme
ou plutôt de l'impérialisme à l'époque. Beaucoup de catholiques commençaient à trouver des emplois et à développer une classe moyenne catholique. Et il y avait une reconnaissance dans la société ou une réponse plutôt politique que la société discriminait contre une grande partie de la population catholique. Et ce qu'on commençait à voir, c'est un mouvement pour les droits civiques. Un homme a un vote. Maintenant, on dirait une personne a un vote. Une allocation de logements équilibrés. L'État de l'Irlande du Nord a été construit sur l'exclusion politique et c'était très difficile dû à cette création d'État où il y avait beaucoup de protestants au début. Pour les nationalistes irlandais ou les catholiques, c'était difficile de questionner l'État. On a commencé à pousser pour la réforme dans les années 60 et il y avait quelques protestants qui voulaient un changement aussi. La réaction de la part de l'État démontrait l'impossibilité de trouver une réforme locale politique et a également souligné l'importance du rôle de l'État, le rôle des appareils oppressants de l'État, et la réforme paisible a reçu une réponse violente de la part de l'État. Et pendant une longue période, des mois, puis des années, ceci a causé une guerre entre beaucoup de personnes dans la communauté catholique et l'État britannique et la communauté unioniste. Afin de résoudre ce problème, il y a eu de nombreux débats pour savoir si l'IRA était vaincu. Mais au début des années 90, l'État britannique s'est rendu compte que ce n'était pas le Vietnam ni la Deuxième Guerre mondiale. On ne pouvait pas faire tomber des bombes à Belfast de 18 000 pieds, qu'il y avait un conflit civil très profond dans une société européenne. On voulait être normal, on voulait que les gens aillent faire leurs courses chez Marks & Spencer ou COA ou l'équivalent de Carrefour. On essaie de maintenir une certaine normalité, mais il y avait cette révolution qui était soutenue par une grande partie de la population minoritaire. Il y avait des volontaires, il y avait 1,5 million de personnes et il y avait 15 000 insurgents pendant une certaine période. 3 500 personnes ont été tuées et il semblait qu'il n'y allait pas avoir de fin à cette situation. Et l'accord de Good Friday, qui a été signé en 1998 entre l'État britannique et le parti Sinn Féin et Democratic Unionist, tous les partis politiques en Irlande du Nord ont essayé de mettre fin à cet état sectaire une bonne fois pour toutes et mettre en place une société normale dans laquelle les catholiques et les nationalistes irlandais pouvaient avoir une représentation politique, pouvaient descendre dans les rues sans avoir peur qu'on leur tire dessus. Et ils ont essayé de créer une société plus normale en termes occidentaux et démocratiques. Mais le problème avec ça, c'est que ce n'est pas une société normale. Et une chose que Tommy et moi, on disait dans ce livre avec d'autres collègues, c'est l'Irlande du Nord reste une société sectaire. Le sectarianisme où les unionistes protestants qui dominent et n'existent plus, ça c'est vrai, mais c'est une société sectaire qui est différente. Afin de faire la paix, le gouvernement britannique, irlandais et l'Union européenne, le Parlement européen ont mis en avant que les divisions d'intérêts 50-50 entre les catholiques et les protestants
a introduit une différente sorte de sectarianisme. Ça a renforcé les divisions entre les républicains et les nationalistes et on voit des conséquences encore aujourd'hui de cela. Et cela impacte ce qui s'est passé dans les débats concernant le Brexit. Vous avez vu qu'il y a un petit parti Democratic Unionist qui était le parti des loyalistes protestants qui soutenaient la Grande-Bretagne, a forcé Theresa May, a soutenu Theresa May parce qu'elle avait un gouvernement minoritaire. Mais le prix pour cela était que Theresa May allait soutenir ce parti, le DUP. C'est une histoire très brève du monde en Irlande. Du début du XXe siècle jusqu'à la fin des années 90. Et maintenant, on peut regarder les questions contemporaines. Est-ce que vous voulez commenter sur cette séquence historique? Très rapidement, Paul a tracé les lignes historiques avec précision, mais je voudrais souligner pour ce public que les différences en Irlande du Nord ne sont pas sur une base religieuse. Ce n'est pas un conflit religieux entre deux communautés. En fait, on parle d'une communauté qui est divisée à un niveau historique pour des raisons stratégiques. L'Irlande était considérée par la Grande-Bretagne comme un actif stratégique et la Grande-Bretagne peut être vulnérable à une attaque. Et donc, ils avaient des baraquements militaires sur l'île et ils ont encouragé la création de l'État de l'Irlande du Nord pour continuer à avoir une présence militaire sur l'île. Et ça faisait sens au niveau stratégique au début du XXe siècle. Mais c'était une superpuissance mondiale à l'époque, mais cela a changé. La Grande-Bretagne n'est plus une superpuissance, même si certaines personnes, certains Anglais considèrent que c'est encore le cas. Les différences ont été encouragées pour créer une situation dans laquelle une section de la communauté en Irlande du Nord aurait le sentiment d'avoir l'avantage sur l'autre partie. Et donc, la discrimination structurée a été maintenue pour créer des alliances à travers les classes entre les unionistes avec la Grande-Bretagne et les républicains. Et c'est pour ça qu'il y avait cette discrimination structurée, pour permettre à une partie de la population, les ouvriers protestants, d'avoir des avantages en termes d'emploi, en termes de logement et en termes de droits culturels. Je pense qu'il faut garder en tête que cela n'est pas une dispute théologique, ça ne ressemble pas à la réforme qui a eu lieu au XVIe siècle. C'est une question démocratique et économique et pas une question religieuse. Et je pense que c'est important de garder cela en tête. Basé sur l'histoire que vous avez présentée, pourquoi est-ce que ce mécanisme de backstop est tellement important pour les négociations? That the agreement that was reached in 1998, what we call the Good Friday. Okay, I'll try then for a moment to define what we mean by the backstop. Yes, it could cause some confusion, the backstop. With Britain deciding via a referendum, the British people, a majority of whom decided to leave the European Union, because of the sensitivity of the agreement that had been reached in 1998, the Good Friday Agreement or the Belfast Agreement, whichever you wish to call it, that identified the sensitivity of politics in Northern Ireland and in relation to the Republic of Ireland,
because a growing number of people within Northern Ireland, the demographic change is the really significant aspect of political life in Northern Ireland. The predominant issue is not at the moment Brexit in Northern Ireland. The really contentious issue is the constitutional position of Northern Ireland within the United Kingdom, whether it remains within the United Kingdom or opts to leave the United Kingdom and joins the All-Ireland Republic, becomes an All-Ireland Republic. That is the really crucial issue that really engenders passion among the population of Northern Ireland, if anything does. Brexit is an ancillary question. However, because there was recognition both in Dublin, throughout the European Union, and Britain, of course, of the sensitivity of political developments in Northern Ireland, it was decided that rather than have an issue where if Britain was to leave, it would, and Northern Ireland with it as part of the United Kingdom, that there would therefore follow a customs barrier between the Republic of Ireland, which would remain in the European Union, and Northern Ireland, which would no longer be in it. And to prevent the, if you like, creation of what we call a hard border, where there would be evidence of customs posts, where there'd be evidence of physical barriers, that to avoid that, the British agreed in tandem with the Irish government and the European Union that Northern Ireland would be treated as a separate case, that there would be particular consideration taken of Northern Ireland, and that Northern Ireland would be allowed to have to dispense with the need for customs regulations and the single market, which is slightly different. In other words, that the regulations governing the quality of goods that is common within the single market, that would apply to Northern Ireland. It would be treated almost as if it was still a province of the European Union. That became known as the backstop, that if the British government was unable to agree a free trade agreement with the European Union within a period of 2 years, that while Britain would leave the European Union without any terms or conditions, would be treated as a part of the WTO, the World Trade Organization, according to their rules, but Northern Ireland would remain, and that's what they call the backstop, that the backstop was, if you like, a guarantee or a safeguard against Northern Ireland having to set up border positions, frontier positions, customs and excise positions, and regulatory implements to regulate the single market. The single market, of course, not being simply confined to customs and excise taxation, but to the regulation of quality control, where agricultural goods, where safety, agreed safety measures on produce would be common within the European Union. For example, a television set manufactured in Britain is deemed suitable and safe for Italy, France, or any part of the European Union. That would, obviously, when Britain would leave, that would no longer apply. There'd be different regulations, but Northern Ireland was excluded, and this was known as the backstop. Now, the backstop then became, in ways, it became difficult for the United Kingdom when it was leaving, because this was a difficulty within the political situation in London, where the Democratic Unionist Party, which is the pro-Unionist party in Northern Ireland, held the balance of power in Westminster, in London, the British Parliament. And they were concerned that if there was special treatment given to Northern Ireland after Britain would leave the European Union, that would create a very practical, visible and legal difference between Northern Ireland and the United Kingdom, the rest of the United Kingdom and Britain. And therefore the Democratic Unionist Party was concerned that this would effectively move Northern Ireland slowly but surely out of the United Kingdom and closer to the Republic of Ireland, which they feared, because of their unionist credentials and beliefs, that this was a challenge to the Union. And they allied themselves with the hardline right-wing Brexiteers, that's the pro-Brexit element of the Conservative Party, who used this to insist upon, in terms of the balance of power within Westminster, that they would hold to the firmest type of Brexit
that it was possible that there would be no concessions. Some of the within the British Conservative Party, within the British Labour Party, there is a belief that what we talk about a soft Brexit would be advantageous, where they would leave some elements of the European Union but would retain either a customs union or remain within the single market. Now, these are debates that are internal to Britain, and if you've been following the British politics over the last even 2 or 3 days, you'll know how contentious they are. In Ireland, the point then became whether there would be this difficult border or not. And for those that advocated a united Ireland, the Sinn Féin party, the parties in Dublin were saying that this is unacceptable, that we would return to the old days of a physical, visible border. Some of it, I would argue, was a bargaining position, that the Dublin government were promoting the possibility that there would be a return to armed insurrection if there was a visible frontier. It's something that I'm not convinced of. I don't believe that it was going to happen, but it was used to insist that this might well be a threat in the event of customs posts being created or established along the border. Now, subsequently, within the last couple of days, the British government has said that they will not create customs posts because they will not impose customs and excise duties on the movement of goods from the Republic of Ireland to the north. But it became one of those contentious issues that provided, if you like, a frustrating element in terms of Britain leaving the European Union if the backstop remained, because Northern Ireland was going, if Britain left without a deal, Northern Ireland was going to be effectively remain within the European Union. And under the circumstances, therefore, people that favoured a united Ireland, people that were promoting the removal of partition, saw this as an opportunity to advocate a position uncomfortable to unionism. So there were certain political machinations going on, as well as economic calculations. Thank you very much. Paul, would you like to add something? Well, I think it leads into the issue about what's going to happen next to some degree. I think that, and we've written about this recently, about the role of the British state in Ireland. When you think about Ireland, it's a very, numerically, it's a very small country in the northern part of Ireland, which is in Britain. It's a population the size of Lyon, smaller, I would think, than Lyon, and yet you would wonder why it plays such a disproportionate role why it features so much in British politics. And strategically, as Tommy said, we had to stylize the argument and our views, of course, in the short time we've had. But historically, Ireland has been strategically important to Britain, and I actually use a descriptor advisedly. I'm talking about Ireland, and I think really since the mid-90s, Britain decided it didn't, and various surveys over the last 40, 50 years of English people, in England and Scottish people and Welsh people, they've shown that people either don't really care very much about Ireland or Northern Ireland, or they don't want to be in it. And one of the things, I think it's true that probably Britain has had no strategic interest in being in Ireland for a very long time, but the problem is how to leave without having to come back. And the easiest way to leave some country without having to go back is not to leave. And what we argue is that since 1998, the thinking of the British establishment, and this is what the Brexit thing is, people in the establishment, they're obviously quite annoyed by all of this because it's upset the trajectory of the British political class to a considerable degree. As Tommy said, Britain isn't really interested in Democratic Unionist Party. It's interested in the DUP, the Democratic Unionist Party, because they've held the balance of power for in Westminster for me. But really, it wasn't supposed to be like that. You remember from your recent political history and studies that Theresa May was supposed to win the election over 2 years ago, with a resounding majority, and it didn't work out that way.
But the interest of Britain hasn't really been with the Unionists, because the Unionists are demographically, the shrinking population. There are many middle-class Unionists, people from that tradition and background, and we would maybe have a difference here, but I think culture does matter. But who would quite happily and readily be part of a united Ireland. They don't really have, from the Protestant community, haven't had a problem with that for a long time. And Britain's strategic interest is with Ireland, not with the democratic Unionists. One of the things we've written recently about the role of the deep state in Northern Ireland, about the role of, probably you've heard about collusion and the role of the British state, the police and the army in state-targeted killings in the last 35 years. One of the interesting things is that the security apparatus in Britain has moved the majority of its centre to Belfast. Now, you would wonder why that would be the case. And our view is that the interest in Britain hasn't really been about, it realised it couldn't defeat the nationalist community, it couldn't, unless it was going to bomb from a very great height, that the best way to win the war was actually to turn people to be involved, to use insurgents and to manipulate agents of influence and manipulate the opposition. And that was been going on for a very long time. And the role of Britain's interest in Ireland now is not to defeat the IRA or to, that's the past, that's gone, that moment has gone. But to think about the kind of Ireland it wants to create, and being in Belfast and making if you look at the kind of relationship, I mean, who's the European Union considered? It's a Republic of Ireland. It's not, the agenda is not what's happening to the Unionists in the north. Thank you very much. So we know we cannot predict the future, but given the recent political developments, what do you anticipate may happen in the short and medium term for Northern Ireland, the Republic of Ireland, and the EU-UK relationship? The relationship between the Republic of Ireland and Great Britain, United Kingdom, I don't believe will change greatly. They have a huge amount of common interest. So whatever differences there may be at the moment over the outworking of the Brexit process, and if you've been following British politics over the last few days, you will know that it's far from certain what's going to happen. I don't even think that the British government knows what's going to happen at the moment. But the wider concern, as my colleague Paul Stewart has alluded to, is not necessarily the fallout from Brexit in the border areas between Northern Ireland and the Republic of Ireland, but it's the ongoing conflict in Ireland. The real determinant factor in Northern Ireland is not Brexit at the moment, nor has it been in the past. It is what we now call changing demographics, where those who favour a united Ireland, their numbers are increasing. Those who favour the union with Britain, their numbers are decreasing. And percentage-wise, when the state was formed a century ago, you could take it that about 66% of the population favoured the union, 35% favoured a united Ireland. Now the forces are closer to 47% favour a united Ireland, 51 or 2% favour the United Kingdom. And when we look at the census of the young people, there's a clear majority among those at primary school, secondary school and third level education now come from the communities that favour a united Ireland. So there is a calculation that inevitably within the next 10 to 20 years this balance of power will change. Realising that, that realisation, which is pretty clear and understood both in London, Dublin and Belfast, is why there is concern that Brexit may be used as an accelerant or as a catalyst to further difficulties. In terms of the future, the problem would be that Northern Ireland, if it remains within the wider ambit of the European Union, and it's looking increasingly likely that Britain will not have a hard exit from the European Union. It will remain either within the customs union, or it will remain within the single market, or it will have what they call the Norway solution. One of those, it'll be a compromise between a clean break, which will get around in many ways the difficulty for
Northern Ireland in terms of the European Union. The Northern Ireland will have access to the European Union through the Republic of Ireland and without any significant difficulty. Probably the wider issue here is what way the European Union and its ethos will reflect on Britain, on Northern Ireland and the Republic of Ireland. And I just wanted to read a very brief paragraph from a review of a book called The Third Pillar by a man called Raghuram Rajan. He was, until recently, he was the governor of the Bank of India, formerly a member of the senior management of the International Monetary Fund, and a lecturer in the Chicago School of Economics. And he has talked about the questions for capitalism. And he says, these are dangerous times. If people have lost faith in their ability to compete in markets, if their communities continue to decline, if they feel that the elite has appropriated all opportunities for themselves, popular resentment can turn to rage. And I think that is something that goes beyond the immediate discussion that whether the Republic of Ireland, Northern Ireland and Britain can contain the disenchantment, the alienation from the current system. I would argue that has contributed in large portion to the vote against the European Union within Britain. And odd as it may seem for an Irish Republican to talk about this, that the perception that the vote in Britain was down purely to ignorance, to xenophobia, to imperialism, and all of those things had a part to play. But we cannot dismiss the real alienation of the British working class from a system that has perpetrated austerity and disadvantage on them for 40 years since the big onslaught of the Thatcherite, Reaganite, neoliberal cutbacks. Now, the thing about this is that if it could well spread beyond Britain, it could well spread beyond Ireland, and I think that's one of the real issues that we should talk about. And we can see it happening across the rest of the European Union, where there is a populist upsurge facilitating the rise of the right. And I think those are the issues that will face us, rather than simply will Brexit cause an upsurge in violence, because I'll take a minute here just to say why I don't think it will in Northern Ireland. In Northern Ireland at the moment, there's a very small proportion of what we call the wider Republican community determined to use firearms, to use armed resistance. They are very small. They don't have any significant support. There is a widespread reluctance to return to the armed struggle of the past, and the group that would pursue that type of course, not only are they small, not only have they insufficient support to maintain an armed resistance to the British state, but that they are very closely monitored by the intelligence agencies, north and south. So their ability to deliver is strictly limited. Moreover, the fact that Brexit would exercise them, I think, is a misconcept on the basis that Brexit essentially is an economic issue. It is not an issue of the constitutional position of Northern Ireland, either within or not within the United Kingdom. The idea that they would be enraged, or that the Republican population of Northern Ireland would be enraged by the sight of customs posts, whether they appear or not is a moot question. But if they were, bear in mind that it would be at most a symbol of the British administration in Ireland. We already have courthouses, we have police stations, we have army stations and billets, we have taxation offices. There's any amount of symbolic buildings related to the British presence, so why should a customs post be any different to the others? For all of those reasons, I think that the concept of a return to armed conflict simply because of Brexit is a misconception. I think it's been, in many cases, cynically used to advance other political agendas. So that's some of what I would hand over possibly to Paul to add to that. I suppose one of the, it's because all of us, we were sitting late last night thinking about, and then the vote came through and we thought this is crazy because political commentators in London can't interpret it very clearly because it's very confusing. I think we're seeing, and this is easy to say, and you know,
as Stu and I said about our revolution here, your revolution here, sorry, you know, it is too early to say, because what we do know is that it would be impossible to have imagined, even during the Greek crisis, a vote for leaving the European Union in Britain at the time. But we all know that that fed into people's antipathy, a kind of popular antipathy towards some of the things that the European Union symbolised. But that aside, it's actually, I interpret it as part of a crisis of the British state. You know, clearly that's so. And Tommy's absolutely right. I mean, I'm fed up with, and so I'm sure you are as well, the patronising condescension of people who think that people voted for Brexit were somehow, you know, I mean, a lot of people voted for Brexit were highly skilled blue-collar car workers in Sunderland and the West Midlands of England who are now maybe losing their jobs because they voted for Brexit. But they have a political view, and I respect it, but I would disagree. But really, even that's only part of the Brexit story and the political crisis at Westminster is only part of the story, because nearly 70% of people in Scotland voted to stay in the European Union. The majority of people in Northern Ireland voted to stay in the European Union, but you've got a party there, it's one more MP than the Sinn Féin party, but you know, just a small minority, but they're actually arguing, they're the people who have been creating, if you like, if you want to say there's half a dozen people in the European Union have been creating a problem with Brexit, it's those Democratic Unionist MPs who don't represent the majority of the majority of people in Northern Ireland voted to stay in the European Union, but the party that's pushing Brexit, hard Brexit, is the party in Northern Ireland which doesn't represent that view, because I think what we're seeing is actually a crisis in the broader crisis in the British state. Yeah, I would argue also it's a crisis in capitalism globally, within capitalism globally, as I pointed out, reading that piece of review from the Financial Times. It's a crisis in capitalism. On a sort of different note, I think this, because of the ramifications of the Brexit vote, that it's, in spite of the Democratic Unionist Party's support for a very hard Brexit, to an extent it encourages their view that Northern Ireland is British. It's very distinct from the rest of Ireland, which in fact it's not. In many ways, Ireland isn't even that distinct from Britain, although we have two different democratic institutions. But in many ways, we're not all that different. The fact is that the Democratic Unionists wish to create the hardest possible divisions, physical and political, social and economic, between North and South to suit their own agenda. But for this reason, this is costing them dearly, because of the deal that the British Prime Minister Theresa May offered, the deal that's currently so contentious in Parliament, in the House of Commons in Britain, which would have awarded distinct treatment, advantageous treatment to Northern Ireland. In effect, what it would have meant was that to get round the differences, that Northern Ireland would have simultaneous access to both the European Union and Britain, which would giving it a serious advantage. The Democratic Unionist Party voted against that, which on the surface would appear to be voting against their own best interests, which certainly several of the larger influences in Northern Ireland identified with. The Ulster Farmers Union, which is the representatives of the agricultural sector in Northern Ireland, criticised the Democratic Unionist Party. The CBI, that's the Confederation of British Industries, which is very much a free market representation of representatives of British industry in Belfast, criticised the Democratic Unionist Party. The hospitality industry, so many of the leading advocates of business and agriculture criticised the Democratic Unionist Party for taking that position. And that actually is the first time that we've seen a divergence between the senior representatives of business and senior representatives of unionism, because traditionally the Ulster Farmers Union, the Confederation of British Industry, the hotel industry were quite supportive of the Unionist Party. So we're seeing the fraying of the Unionist constituency in a very significant way, which is certainly has to be counterproductive. And within the last couple of days, a man called, I think he's now Lord Patton, but certainly Chris Patton, used to be a cabinet minister under Margaret Thatcher, was in Ireland and interviewed, and he gave the opinion that the Democratic Unionist Party, by not working within
the consensus that Theresa May is offering to allow Northern Ireland a soft landing, if you would like, from this, that he said they are actually facilitating the Republican agenda for unity, that counterinstinctively or intuitively, the DUP is now, the Democratic Unionist Party is now actually promoting the agenda that they are committed to opposing. Thank you very much. I'd like to open up to audience questions, please. And there might be someone with a microphone somewhere. Yes. Don't be shy. Very interesting. Can you hear me or not? Yes. Yeah, good. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Oui, très intéressant d'avoir cette présentation parce que vous faites mieux que la BBC, je dois dire. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre cette idée qu'il s'agit d'un problème purement économique. He seems to think it's more that way than anything else. Don't you? Tommy semble dire que c'est essentiellement économique. Est-ce que vous ne pensez pas que, puisque le gouvernement vote contre le Parlement et vote contre l'accord, est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est pas juste les Brexiteers hardline qui votent contre? Si c'était le cas, on n'aurait pas 150 voix contre. Il me semble qu'il y a cette volonté politique de ne pas laisser partir l'Irlande du Nord. Et cela m'interpelle, ce que vous disiez. Vous parliez de la partie stratégique, la stratégie entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Merci. Moi, je pense qu'il y a plus de facteurs impliqués en termes du rejet de l'accord de Theresa May au sein de la House of Commons. Ce n'est pas juste le désir de garder l'Irlande du Nord au sein de l'Union européenne. À mon avis, le Parti travailliste, qui a des avis différents vis-à-vis de ce débat, parce qu'il y a Jeremy Corbyn qui a des copains qui sont pour le Brexit. En fait, en général, le Parti travailliste veut soutenir cette idée d'une organisation marché unique. Mais en fait, ils ne savent pas comment faire. S'ils soutenaient l'accord, eh bien, il y en a qui voient ça comme un avantage. Cela voudrait dire qu'ils vont soutenir le Parti conservateur et ils ne vont pas pouvoir critiquer ce Parti conservateur. Garder l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni n'est pas une priorité pour les politiques en Grande-Bretagne. À mon avis, la priorité a changé. Nous n'avons plus l'Union soviétique, la guerre froide est finie, et le fait que la Grande-Bretagne n'est plus une puissance, donc la défense militaire britannique dépend autant des États-Unis que de la marine nationale. Donc il y a d'autres décisions qui sont prises, mais les Brexiteers durs, ils ont utilisé le backstop comme une excuse pour empêcher un Brexit moins dur. Le Parti travailliste a ses propres raisons politique et c'est pour cela qu'il ne soutient pas le Brexit. Et s'il y avait un parti travailliste au pouvoir avec Jeremy Corbyn, ce serait autre chose. Il faut garder à l'esprit qu'on ne parle pas d'un départ complet de l'Irlande à cause du lien, à cause de l'intérêt partagé entre Dublin et Londres, donc que l'Irlande du Nord doit rester assez calme. Donc là, il y a un lien assez rapproché. Malgré les différences avec le Brexit, il y a quand même cet intérêt partagé entre Dublin et Londres. On veut que l'Irlande du Nord reste calme.
Et il y a cette idée de l'union. Moi, je pense que la Grande-Bretagne voit Dublin comme l'allié vis-à-vis de l'Irlande du Nord et pas Belfast. Belfast et donc la position a changé. Il n'y a plus les militaires sur le terrain. Et donc, il y a deux options peut-être. Est-ce qu'il y a un rapport avec les États-Unis et le Canada, ou est-ce que c'est un rapport avec les États-Unis et le Cuba? C'est un peu comme cela, si vous voulez. Moi, je dirais que le rapport États-Unis et Canada et entre Dublin et Londres, c'est plutôt ça qui est désirable, plutôt qu'un rapport basé sur la coercion comme au passé. Donc la Grande-Bretagne veut maintenir son rapport avec Dublin et Dublin doit également maintenir un rapport, une alliance très serrée avec tous ses intérêts, qu'il s'agisse d'un Brexit ou pas. Je voudrais une clarification. À mon avis, ce qui est le plus probable en ce moment, c'est le Brexit sans deal, un Brexit dur. Et dans ce cas-là, on verra une frontière dure entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande et des contrôles douaniers très stricts, des contrôles des passeports et un mouvement limité des biens et des personnes. Et les libertés qu'on a en ce moment avec l'Union européenne vont disparaître avec cette frontière dure. Je ne sais pas, c'est ce que vous avez dit, s'il n'y a pas d'accord, est-ce qu'on finira avec un Brexit dur? Pour commencer, je ne suis pas convaincue qu'il n'y aura pas d'accord. Mais si on accepte qu'il n'y aura pas d'accord et que le Royaume-Uni sort sans accord entre les deux parties, depuis 2 jours, le gouvernement a publié l'évaluation de ce qui se passerait post-29 mars s'il n'y a pas d'accord. Ils ont dit explicitement qu'ils ne créeraient pas une barrière frontalière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. C'est officiel. Mais ça peut causer des problèmes avec l'OMS. Mais ces questions ne sont pas très claires car il y a des exceptions. Une exception concernerait la sécurité nationale. Les Britanniques pourraient dire que dans l'intérêt de la sécurité nationale, ils peuvent avoir une exception aux règles de l'OMS et ils diraient que basé sur l'histoire de la violence en Irlande, on peut accepter cette exception. Mais le gouvernement irlandais a dit qu'ils n'ont pas non plus l'intention de mettre en place des postes douaniers. Et je pense qu'on parle ici de la réelle politique pragmatique. Et l'Union européenne a 2 intérêts en Irlande. Premièrement, que l'Irlande ne devienne pas un entrepôt pour une entrée pour que tous les produits mondiaux arrivent dans l'Union. L'Union a très peu d'intérêt à empêcher des individus à petite échelle qui font du trafic entre le nord et le sud. Si je vais au nord et j'achète une télé et que je la ramène pour l'utiliser chez moi, ça ne va pas perturber le PIB de l'Union. C'est juste s'il y a des exports massifs d'un pays de l'Irlande du Nord. Et donc, à ce moment-là, le gouvernement de la République d'Irlande pourrait intercepter avec des vérifications dans les ports et à des points terrestres. L'Irlande, bien sûr, est une île et tous les produits irlandais du nord et du sud doivent traverser
doivent quitter l'île par un port ou par un aéroport. Et les autorités irlandaises pourraient intercepter des biens en grande quantité dans les ports maritimes ou dans les aéroports. Ils ne seront pas obligés de mettre en place une frontière. Donc, il y a beaucoup de souplesse et on peut négocier tout cela. Et l'Union européenne n'a pas d'intérêt à voir un conflit en Irlande se développer. Les Britanniques non plus n'ont pas d'intérêt, et l'OMS non plus, à voir ce conflit se développer en Irlande. C'est assez facile de déterminer le niveau du PIB des Irlandais et s'ils commencent à expédier des milliers de véhicules vers l'Europe, ce serait évident ce qui se passe. On n'a pas d'usine de fabrication d'automobiles en Irlande, donc les questions pratiques seront gérées facilement. Mais pour les Britanniques, il y a une autre question importante, c'est la liberté du mouvement des personnes. Et c'est impossible d'empêcher cela entre le Nord et le Sud, à moins de construire un mur, à moins, comme Eileen Foster a invité Donald Trump à venir jouer au golf pendant l'été en Irlande. Et si Trump arrive avec son mur, et j'espère qu'il n'aura même pas d'invitation à venir. Mais j'habite à County Monaghan et je peux traverser la frontière à County Armagh. Il n'y a même pas 1 kilomètre. C'est beaucoup plus facile de faire ça que de grimper ou de faire l'ascension des montagnes ici à Grenoble. Et je pense qu'on se concentre beaucoup trop sur la position de la frontière dure. Et vous avez bien identifié qu'il y a ce problème, mais qu'on pourra trouver des solutions pratiques, quelle que soit la solution. Voulez-vous rajouter quelque chose? Y a-t-il d'autres questions? Sinon, j'ai une question. C'est une question ouverte. Nous sommes en 2019. Quels seront les défis principaux pour l'Union européenne? Qu'en pensez-vous dans le public? Le grand problème, c'est l'augmentation de l'inégalité sociale et l'exclusion économique, la critique qu'il y a des minorités, les cultures minoritaires, et on pourrait dire que ça n'a jamais été une union sociale, c'était toujours un libéralisme allemand ou autrichien avec un État paternaliste. Mais grâce aux syndicats en Allemagne et en France, et plus tard en Italie, en Belgique et en Scandinavie, il y a eu un mouvement plus social en Europe. C'est vrai que nous vivons dans une société capitaliste, mais on pouvait faire partie avec une augmentation du revenu social. Et je pense que c'est très important. Et l'attaque sur cela, et l'attaque sur les droits des travailleurs, et l'attaque sur les communautés individuelles, et sur toute une gamme d'acquis, de libertés acquises. Et l'Union européenne ne peut pas résoudre cela. Je pense que c'est un problème de notre temps. Dans tous les mouvements et les travaillistes et les socialistes doivent encore dompter l'Europe. On peut dire que ça ne l'a jamais été, mais on peut ramener la civilisation. Ça fait partie du discours original et je pense que c'est un défi pour l'Union européenne maintenant. C'était le cas dans les années 70, quand on parlait des États socialistes de l'Europe. On pouvait les identifier à travers l'Europe, mais maintenant, après ce qui s'est passé avec la Grèce et la République de l'Irlande, mais je pense qu'on peut le faire au sein de l'Union. Sinon, on baisse le bras et on ne lutte pas pour améliorer le monde, ou
on doit changer notre analyse des choses. Je pense que l'Irlande va gagner le championnat des 6 nations et on parle de l'Irlande du Nord et du Sud. Mais c'est du rugby, c'est pas un vrai sport, dit-il. Je pense que l'Union européenne, telle qu'elle est construite actuellement, doit faire face à beaucoup de questions concernant son avenir. Lorsque la crise économique a commencé avec la faillite de Lehman Brothers et la crise en Irlande en 2010, on a constaté que nos banques avaient emprunté beaucoup d'argent des grandes banques européennes et on a eu une crise économique. Mais sous les règles du capitalisme, ceux qui prennent des risques, ceux qui empruntent ou prêtent, prennent des risques d'un mauvais investissement. Mais Jean-Claude Trichet a dit à l'Irlande qu'on ne pouvait pas faire perdre les détenteurs de ces instruments et il fallait éponger la dette. Il y a 4 millions d'habitants en Irlande et pour socialiser la dette des banquiers, des financiers, on était obligé de le faire et en pratique, on avait introduit des mesures pour nous empêcher de construire des logements sociaux. Et maintenant, on a une crise de logement. C'est le résultat. Maintenant, nous avons un service de santé à 2 niveaux. Les riches peuvent avoir un accès aux soins de santé et ceux qui sont plus pauvres doivent s'inscrire sur des listes avec des attentes très longues. C'était déguisé, l'analyse a été déguisée car on parle du Brexit et on parle avec l'Union européenne et les avantages qu'on pourra tirer si des banquiers vont déménager de Londres en Irlande, comme si on n'avait pas assez de banquiers par le passé pour détruire notre économie. Nous avons une économie à 2 niveaux. En Irlande, nous avons des strates sociaux à 2 niveaux aussi. Et c'est assez commun à travers l'Europe. Et je dirais que c'est la base de le retour de l'extrême droite. On voit ça en France, en Allemagne, dans l'Europe de l'Est, en Hongrie, Pologne, en Autriche, en Italie. On voit il y a des éléments de l'extrême droite très inquiétants. Il faut faire attention en utilisant le terme de fasciste parce qu'il y a une définition très serrée, mais on parle de gouvernement de droite très ultra-conservateur jusqu'en Italie. On a pour l'élection présidentielle en France, il y avait Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, lui, pour le marché libre, libéral. Et tout le monde a dit que c'était le meilleur choix. Et si on n'arrive pas à traiter ces problèmes, on a mis en retrait l'Europe sociale pour vivre dans une Europe néolibérale. Et il faut aborder cette question d'inégalité. Pouvons-nous réformer l'Union européenne? Et puis, où sont les majorités? Qui détient les vétos? Quand la Pologne a décidé de changer leur système judiciaire, le président de la Hongrie il a dit « Je n'accepte pas une critique de la Pologne ». Et c'est le problème avec le changement dans l'Union européenne. Et c'est pour ça, nous, les gauchistes en Irlande et en Angleterre, on dit il faut partir, il faut casser cette alliance néolibérale qui nous empêche de prendre des mesures pour collectiviser l'économie, pour socialiser l'économie, pour rendre les richesses plus communautaires. Je voudrais qu'on applaudisse nos intervenants.